Hélène Rudnick, Claude Kahn, Idel Lebensart, Mireille Stadnitz, Thérèse Katz, Céline Charlot. Des femmes et des hommes que la Shoah, perpétrée par les génocidaires nazis, a voulu faire disparaître, effacer jusqu'à leur nom, anéantir à jamais. Mais nous sommes des passeurs de mémoire. Nous sommes 25 élèves du lycée international Charles de Gaulle, engagés à transmettre, préserver et diffuser ces histoires de femmes et d'hommes qui auraient pu tomber dans l'oubli. Pour raviver la mémoire de ces victimes, les ramener à la lumière collective, les faire revivre, les archives sont une première ressource inestimable. Elles sont les traces, les preuves d'existence du passé. Les lectures de récits et de témoignages sont venues compléter nos connaissances et confirmer notre désir de témoigner à notre tour, à notre retour de Pologne. C'est un voyage pédagogique de quelques jours qui nous conduira avec nos 2 enseignants d'histoire et de lettres de Varsovie à Treblinka, l'un des camps d'extermination nazis. Un voyage important pour parfaire notre travail de mémoire. Le travail dans les archives locales nous permet de reconstituer des parcours et de retracer l'histoire de plusieurs rafles menées en Côte d'Or en 1942. Une tragique rafle se déroule à Dijon le 12 et le 13 juillet 1942. Elle prend pour cible 28 juifs, mais n'en arrête que 21 car plusieurs personnes réussissent à s'enfuir avant l'arrivée de la police française. Les victimes de cette rafle ont entre 16 et 45 ans et sont toutes d'origine étrangère, allemandes et polonaises pour la plupart. Après leur arrestation, les Juifs sont emmenés au camp d'internement de Pithiviers avec peu d'affaires personnelles. Quelques jours plus tard, les détenus sont déportés en train à Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Une seule personne, Samuel Schachter, survit à cette histoire tragique. Une autre rafle a lieu le 9 octobre 1942. 10 personnes sont arrêtées puis transférées à Drancy et déportées. Aucune n'en reviendra. Le voyage d'études débute le 8 décembre 2024. Nous voici maintenant à 1709 km de la France, en Pologne, un pays que nous ne connaissons pour la plupart d'entre nous qu'à travers notre cours d'histoire. Le froid et le ciel gris nous plongent déjà dans une ambiance étrange. Nous commençons par le musée de Pauline. Au cœur de Varsovie, ce lieu raconte 1000 ans d'histoire juive en Pologne. Il retrace la vie, la culture et les tragédies également d'une communauté. Le musée se situe à l'endroit même où se trouvait le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant le bâtiment se dresse le monument aux héros du ghetto de Varsovie, construit en 1948. Avant la Seconde Guerre mondiale, plus de 3 millions de Juifs vivaient en Pologne. Varsovie était un centre majeur de la culture juive. Varsovie, Cracovie, Lublin. Ces villes abritaient des synagogues, des écoles et des communautés dynamiques. En 1939, l'invasion nazie change tout. En 1940, un ghetto est créé à Varsovie. 400 000 juifs y sont enfermés dans des conditions inhumaines. Mais Pauline ne raconte pas seulement la destruction des Juifs de Pologne. Il parle aussi de la Renaissance, aujourd'hui de la culture juive polonaise portée par des artistes, historiens et citoyens qui veulent transmettre cette mémoire et cette histoire. C'est vraiment un musée qui parvient à retracer l'histoire du judaïsme de plus d'un millénaire, de plusieurs millénaires en finalement seulement quelques heures, et c'est très très bien partagé. Je me suis rendu compte par la visite et les explications que l'histoire des Juifs en Pologne, elle ne se résumait pas que à la Shoah, donc ce que tout le monde connaît, mais que en fait cette histoire elle était millénaire. Trois lieux symbolisent cette histoire. La synagogue Nozyk, le cimetière juif de Varsovie et les traces du ghetto de Varsovie. La synagogue Nozyk
est la seule de Varsovie à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1902, elle reste aujourd'hui un centre vital de la vie juive en Pologne. Une synagogue est un lieu de prière, mais aussi d'études et de rassemblement. Ici, les fidèles se réunissent pour célébrer le Shabbat, les fêtes juives et les grandes étapes de la vie. Chaque semaine, le Shabbat marque un temps de repos sacré. On y lit la Torah, on prie. La Torah, texte sacré du judaïsme, est lue en hébreu et chantée. Pendant la guerre, la synagogue Nozick a été profanée et partiellement détruite. Après des années de restauration, elle est redevenue un lieu vivant. Aujourd'hui, elle symbolise à la fois le passé et le renouveau de la communauté juive de Varsovie. En fait, la division en ce qui concerne la synagogue, ça pouvait aller sur un axe du courant dans le judaïsme, donc ça pouvait être une synagogue orthodoxe, chassidique, réformée, et aussi ça pouvait aller sur un axe de profession. La visite des traces du ghetto de Varsovie constitue un autre élément de preuve de la politique génocidaire menée durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Dans un contexte de violences incessantes et insensées contre les personnes de confession juive, le 12 octobre 1940, jour de la fête juive de Yom Kippour, marque le début d'innombrables atrocités. Les Allemands annoncent aux Juifs de Varsovie qu'ils ont un mois pour emménager dans un espace très réduit qui leur a été assigné. À partir de janvier 1941, ce quartier devient ce que les Allemands appelaient la zone de contagion. En d'autres mots, le ghetto de Varsovie. La faim est sans doute la principale cause de la mort dans le ghetto. En effet, une pauvre ration de quelques centaines de calories est distribuée par jour, alors qu'il est nécessaire d'en consommer environ 2000 par jour pour les adultes. Les maladies comme le typhus et la tuberculose déciment aussi dans le ghetto. Et la surpopulation dans cet espace restreint facilite la transmission du moindre virus. Jusqu'environ 440 000 personnes, en juin 1941, essaient de survivre dans les 3 km² du ghetto, soit 128 000 habitants par kilomètre carré, contre 14 000 dans la partie non-juive de Varsovie. Certains habitants non-juifs de Varsovie essaient d'aider les juifs enfermés dans le ghetto, comme la grand-mère de Kashia, notre guide. Elle fait passer des vêtements, de la nourriture ou des médicaments. Aujourd'hui, le seul vestige du mur du ghetto est comme dissimulé entre plusieurs immeubles et une école. Alors pendant la présentation du ghetto, en fait, j'ai vraiment appris qu'il y avait un vrai lien en fait avec l'extérieur du ghetto, avec les non-juifs et même certains juifs peut-être qui n'avaient pas été pris, comme par exemple ce que la guide nous racontait sur son arrière-grand-mère et sa voisine, etc. Le cimetière juif de Varsovie constitue une autre trace de la vie juive à Varsovie. Il a été créé en 1806 et couvre une surface aujourd'hui d'environ 33 hectares. 2 tombes ont retenu notre attention. Celle de Marek Edelman, résistant et chef de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui repose au cimetière juif de Varsovie. Puis la statue érigée en hommage à Janusz Korczak. Il était éducateur et était très engagé en faveur des droits de l'enfant. Directeur d'un orphelinat, il a décidé d'être déporté avec les enfants juifs pour ne pas les laisser seuls. Il est ainsi l'unique homme pour lequel une stèle nominative a été érigée à Treblinka. On essaye de garder quelques traces, telles que par exemple le cimetière justement qui n'a pas été détruit. C'est dans ce contexte qu'est créé Oneg Shabbat. Il s'agit d'un groupe de personnes variées, vivant à Varsovie,
qui, voyant la culture juive disparaître, décide de rassembler différents documents et témoignages des habitants juifs de la ville. Ce groupe d'archivistes, dirigé par l'historien juif Emmanuel Ringelblum, est créé le 22 novembre 1939. Alors que la destruction du ghetto semble se profiler, le groupe décide d'enfouir les documents collectés. L'enfouissement de ces archives se fait en 3 temps, dans 3 endroits différents. La première partie se déroule en août 1942, la deuxième en février 1943 et la dernière en avril 1943. Les archives, récoltées dans des bidons de lait, sont principalement des documents sur les débuts du ghetto et des témoignages sur les persécutions. Ces derniers sont cachés dans les caves d'une école et contiennent des écrits sur les déportations ainsi que des analyses des membres de l'Oneg Shabbat. La dernière partie des archives est cachée dans des caisses, dans une rue, avant l'insurrection du ghetto en avril 1943. Le travail du groupe est par la suite arrêté. En 1946, des recherches sont entamées par les survivants afin de retrouver ces archives précieuses. Malheureusement, seules les 2 premières parties des archives sont retrouvées après la guerre. Elles sont conservées à l'Institut historique juif de Varsovie et constituent l'une des plus importantes collections de documents sur le sort des Juifs polonais pendant la Shoah. Si plus de 90% de la population juive vivant en Pologne a été décimée, ceux qui ont survécu ont bénéficié de l'aide de Polonais non juifs. Ce que j'ai énormément aimé, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'était les archives donc, qui étaient étalées et affichées. On pouvait vraiment lire des testaments de personnes qui témoignaient avant les déportations à Treblinka. Et aussi, il y avait des témoignages de certains qui avaient survécu et qui avaient réussi à s'échapper du camp. Aujourd'hui, on est allé au musée et au camp d'extermination Treblinka. Donc, on a vu le plan du camp d'extermination. On a vu à peu près comment ça se passait là-bas à l'époque. Donc, on était dans un musée, donc on a pu voir plusieurs photos et un film aussi. Beaucoup de personnes enfermées dans le ghetto ont été déportées à Treblinka. Treblinka, un nom qui aujourd'hui encore symbolise l'un des pires crimes de l'histoire. Situé en Pologne, à 80 km au nord-est de Varsovie, ce centre de mise à mort a été en activité entre juillet 1942 et octobre 1943. Plus de 800 000 juifs ont été assassinés, ainsi que des Roms et des Sinti. Les victimes de Treblinka provenaient essentiellement des ghettos situés dans les districts de Varsovie, Radom, Białystok et Lublin. Des convois de 50 ou 60 wagons s'arrêtaient d'abord en gare de Malkinia. Par groupe de 20, ils étaient ensuite dirigés vers le centre de mise à mort. Les gardes ordonnaient aux victimes de se rendre dans la zone de réception où se trouvait la voie de garage et le quai. Les nazis avaient installé de faux panneaux et horaires de train, une fausse horloge pour donner l'illusion d'un simple transfert. Mais en réalité, la mort les attendait à quelques mètres de là. Les ordres étaient donnés brutalement. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche avant de rejoindre un camp de travail. Ils devaient se déshabiller, puis marcher jusqu'à un bâtiment qui ressemblait à des bains collectifs. Mais dans ce bâtiment, en quelques minutes, le monoxyde de carbone tuait des centaines de personnes à la fois. Mais la mémoire ne peut être effacée. Aujourd'hui, Treblinka est un lieu de recueillement, un espace où chaque pierre symbolise une communauté juive anéantie. Il y avait quand même beaucoup d'émotions et moi j'en ai quand même ressenti, surtout à l'endroit où il y avait les grilles pour faire brûler les corps, etc., où ils avaient imité un peu ce à quoi ça aurait ressemblé une fois que les corps étaient brûlés. Vous voyez qu'il y a une forme un peu bizarre, noire, c'est du basalte. C'est vraiment une expérience singulière, il n'y a rien qui peut être comparable.
c'est le silence, la forêt et des dizaines de milliers de pierres qui sont là pour commémorer le génocide des Juifs. Et au final, l'absence de mémoire, l'absence de lieu, l'absence de quelque chose à montrer, ça veut tout dire et ça transmet toutes les émotions qui peuvent être transmises, puisqu'il n'y a plus rien qui subsiste aujourd'hui à part la mémoire de tous les gens qui sont morts. Malgré le fait que le mémorial des Tziganes a été construit il y a 10 ans, il faut aussi se rappeler que les Juifs ne sont pas les seules victimes. Aujourd'hui, la Pologne compte le plus grand nombre de Justes parmi les nations, plus de 7200. L'exposition Call by Name, présentée à l'Institut Pileckiego, retrace l'engagement de plusieurs d'entre eux. En entrant, un grand mur se dresse face à nous et nous plonge dans l'exposition. Les Call by Name sont les non-juifs qui ont risqué leur vie en cachant des juifs. Aussi appelés les Justes parmi les nations, ils sont un peu moins de 30 000, reconnus le 1er janvier 2022 par Yad Vashem, l'autorité israélienne pour la mémoire de la Shoah. Ils viennent de 51 pays, principalement la Pologne, les Pays-Bas et la France. On peut alors progresser à notre rythme dans l'exposition, découvrant les noms, photos et histoires de ces héros qui ont sacrifié leur vie pour ce qui leur paraissait être juste. Puis, l'homme qui nous a accueillis, que l'on a remarqué pour son grand sourire chaleureux, semble vouloir nous confier quelque chose. On découvre que cette exposition le touche bien plus que nous le pensions. Il a gentiment accepté d'être filmé et de nous raconter son histoire. Okay, my mother in the Second World stayed in Kraków. We are from Wieliczka. This is small city near the Kraków. This is 10 kilometers. From this, my mother in this time have 20 years. This is very young and have work in the fabric of chocolate. In this fabric, in office, and office in this fabric, this is many person working. This is Jewish. In the time make ghetto in Krakow. This fabric is inside the ghetto. From this mother have special paper and every day go to work to ghetto. From Catholic side, from the Irish side. From this have many friends in ghetto. Every time in ghetto is very problem with eating. My mother speak me have small balls, and in this balls is 4 kilo meal, 4 kilo of the sugar, and from this take from this Irish side, Catholic side, and go with this together every day, and not have from this money, only pay the Jewish pay this price for the Catholic side, and from this have friends and one family. For this, after 1 year ghetto, speak. It's possible for we go from ghetto to Irish and living with your home. My mother speak yes. I live only with my mother, my grandmother, and in this family, first small men usually go from ghetto and go to the home after his parents, men and women, and 1 year stay in my home, my family home in Wieliczka. This man have name Haber, changed document for the Haberko, and it's Polish, this is falsified document, and every day go to work, don't have money for the one family stay home. And after year, go with this family illegal to train to Budapest, and go with family to the Budapest. From this in Budapest, stay in the Finnish war,
after come to my mother, speak, go, and in this man, this little man is very, very old and live in Sydney and is professor of cardiology and we have contact in Nous avons eu le privilège, à la fin du projet, de recevoir Ariel Namias, responsable pédagogique de Yad Vashem. Et nous avons pu, après avoir entendu le témoignage de Yaakov Wexler-Vashkinel, rescapé de la Shoah, échanger avec lui. Quelles actions pédagogiques mettez-vous en place à Yad Vashem? Alors surtout, nous mettons en place surtout des actions pédagogiques pour le public israélien, c'est-à-dire des visites pédagogiques dans le musée, des ateliers, c'est des journées vraiment entières où ils viennent à Yad Vashem quelques heures, donc 2 heures dans le musée, après atelier, rencontre avec un témoin ou un film, et puis débat sur quelque chose, sur un sujet. Les Juifs étaient impuissants et menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration. Le sauveteur était conscient du fait qu'en apportant cette aide, il risquait sa vie, sa sécurité et sa liberté personnelle. Le sauveteur n'exigeait aucune compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. Et le sauvetage ou l'aide est confirmé par les personnes sauvées ou attesté par des témoins directs. Il faut qu'il y ait au moins 2 preuves que cet acte de sauvetage a bien eu lieu, par bonté, ont aidé des Juifs pendant la Shoah. Ils doivent être un exemple pour nous et nous devons nous souvenir d'eux avec gratitude et espérance. Ce projet a marqué tous les élèves y ayant pris part et a permis à tous de mûrir et de réfléchir plus profondément à l'histoire et à ses horreurs. C'est ainsi une période de l'histoire dont tous les élèves se souviendront. Ce sont des souvenirs ancrés pour toujours dans nos mémoires. Il a notamment nourri et étoffé les connaissances de tous concernant l'histoire des Juifs tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Ce travail de restitution, de parcours de personnes juives par des podcasts pour certains, de création de fiches de témoignages pour Yad Vashem par d'autres, ou encore de réalisation de ce film, aura contribué à développer pour chacun d'entre nous une conscience mémorielle indispensable à la vie en société. L'actualité internationale démontre que l'histoire est un éternel recommencement. Les élèves participant au projet auront donc un rôle de passeurs de mémoire pour les générations à venir, avec l'espoir de ne jamais oublier et essayer de ne jamais reproduire ce genre de discrimination ayant abouti à 6 millions de vies gâchées pour une idéologie extrémiste et destructrice.